Au départ, je voulais faire un film sur les vendeurs ambulants de Bogota. Mais j'ai appris que leur histoire était aussi celle de beaucoup de leurs voisins et amis. Dans la plupart des grandes villes du tiers-monde, il n'y a du travail que pour quelques-uns. Les autres, des millions d'individus, doivent se débrouiller comme ils peuvent pour nourrir leur famille, se loger, se transporter et même se divertir. Cela en marge d'une société qui n'a pas grand-chose à leur offrir. J'ai découvert ce que les spécialistes appellent le système informel, c'est-à-dire le mode de vie de plus d'1 milliard d'individus dans une centaine de pays à travers le monde. C'est à tous ces débrouillards, hommes, femmes et enfants, que je veux rendre hommage. Du pied de l'Himalaya, aux plaines du Sénégal, en passant par les hauts plateaux des Andes, les paysages changent, mais les préoccupations quotidiennes des gens se ressemblent étrangement. La terre n'a jamais autant produit. Pourtant, les paysans n'arrivent pas à en vivre. Les grands propriétaires terriens s'enrichissent en produisant pour l'exportation au détriment des cultures traditionnelles qui nourrissaient tant bien que mal les populations locales. En cette fin de XXe siècle, quel pays dans le monde peut se vanter d'avoir fait une réforme agraire totalement réussie? L'eau potable, l'électricité, les soins de santé, l'éducation sont encore un luxe en milieu rural. Les hommes sont les premiers à partir en ville à la recherche de meilleures conditions de vie. Pour les femmes restées seules, tous les moyens sont bons pour survivre entre deux récoltes. Ici au Népal, le concassage des pierres destinées à la construction rapporte seulement $1 par jour. Les capitales des pays en développement ont vu leur population quintupler au cours des 20 dernières années. Cette urbanisation entraîne un taux de chômage aussi important que chronique. Partout, les emplois sont rares. Chacun doit se débrouiller pour gagner sa vie. C'est toute l'activité économique, improvisée en dehors des structures officielles, que les économistes appellent le secteur informel. Cette économie parallèle n'est pas comptabilisée dans les budgets des pays du tiers-monde. Pourtant, que serait Dakar, Lima ou Katmandou sans les vendeurs de rue, sans les pousse-pousse ou les cars rapides, sans les petits restaurants où l'on peut manger pour quelques francs CFA, quelques intis ou quelques roupies? Au centre-ville de Katmandou, on trouve de nombreux ateliers de couture comme celui-ci.
Nous fabriquons des t-shirts, des pantalons pour femmes et pour hommes, toutes sortes de modèles. 6 familles vivent et travaillent ici ensemble. Au Népal, au Sénégal et au Pérou, comme partout ailleurs dans le tiers-monde, les micro-entreprises de ce genre foisonnent. À elles seules, elles embauchent jusqu'à 70% de la main-d'œuvre dans les villes. Ces entreprises emploient 1 ou 2 apprentis qui apprennent un métier au prix de longues heures de travail. Elles exigent le strict minimum d'investissement. Les employeurs ne peuvent assurer leurs employés aucune sécurité sociale en dehors de la solidarité qui se manifeste au sein de l'entreprise. Les femmes sont très nombreuses à travailler dans le secteur informel. La flexibilité des horaires et le fait de travailler à la maison leur permet de continuer de s'occuper des enfants et du ménage. Ces entreprises n'ont pas de permis d'opération et ne versent aucune redevance directe à l'État. If you have a direct taxation, then the people can ask a lot of questions. Plus l'impôt direct est important, plus les gens posent des questions. Que devient l'argent que je paie en impôts? Pourquoi n'avons-nous pas d'eau courante? Pourquoi la route n'est-elle pas entretenue? Qu'en est-il du système de santé publique et de l'éducation de mes enfants? La qualité des services que le gouvernement doit fournir est totalement liée à l'imposition directe. C'est peut-être pour ça que les gouvernements sont si tolérants à l'égard des informels. De toute façon, dépassés par les événements, les États sont incapables de contrôler un phénomène qui répond aux besoins de la population. Le système informel offre des services et des marchandises à un prix concurrentiel, et ce, dans presque tous les secteurs de l'industrie. À Lima, au Pérou, Altis Plásticas fabrique des produits en fibre de verre. Ici, dans cette entreprise, nous produisons des embarcations sportives. Nous les vendons à moitié prix de ce qu'elles coûtent sur le marché officiel. $600 au lieu de 1200. Nous produisons également des systèmes d'air conditionné. Dans ce domaine, nous innovons, car normalement, les boîtes sont fabriquées en métal et le métal se détériore rapidement. On produit à bon marché, c'est vrai, mais pour cela, on néglige les conditions de travail. La sécurité des travailleurs s'en trouve souvent affectée. La base principale, c'est la résine de polyester que l'on emploie pour donner du corps à la fibre de verre et qui est mélangée à un produit très nocif et très dangereux quand il entre en contact avec les yeux. Il peut même rendre aveugle. Vous ne devriez pas travailler avec des gants et un masque avec une certaine protection? Si, dans les grands ateliers fermés, on travaille avec un masque. Ici, nous travaillons à ciel ouvert. L'air circule constamment. Cela nous protège de tous les effets nocifs des produits chimiques. Les gaz s'évaporent et nous respirons de l'air presque pur. On ne peut pas non plus utiliser des gants. Ce n'est pas pratique. De toute façon, la main est un gant naturel. Il n'y a pas que les produits toxiques qui représentent un danger pour la santé des travailleurs. Il y a aussi les installations électriques précaires, les locaux insalubres. Il n'est pas rare de lire dans les journaux qu'une famille entière a péri dans une explosion survenue dans un de ces ateliers de fortune. Ces ateliers ne sont pas clandestins. Leur clientèle se compte dans toutes les couches de la population.
y compris parmi les fonctionnaires. Ce garage embauche une dizaine de mécaniciens et il est situé sur une grande artère de Lima. Devant la taille de cette entreprise, on peut se demander ce qui empêche le patron de légaliser sa situation. Ce qui arrive, c'est que notre système légal ne permet pas à tous les gens qui, ici comme dans le tiers-monde, ont immigré de la campagne vers la ville, de s'intégrer à l'économie formelle. On aurait pourtant pensé que cette main-d'œuvre allait finir par s'intégrer à l'économie formelle. Hernando de Soto, économiste péruvien fondateur de l'Instituto Democracia y Libertad, est l'auteur de El Otro Sendero, l'autre sentier, une étude du secteur informel péruvien. Nous avons pu évaluer le prix de la loi au Pérou. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut 289 jours pour qu'un entrepreneur légalise son entreprise. Nous avons constaté qu'il faut 6 ans et 11 mois pour qu'un individu pauvre puisse accéder à la propriété après en avoir fait la demande. En d'autres mots, les raisons pour lesquelles les gens vivent et travaillent en marge de la loi ou se retrouvent au chômage ou sont sous-employés, c'est la loi elle-même. Mais non pas la loi créée par le gouvernement actuel, ni par le secteur privé actuel, sinon une loi ancienne qui a été modifiée substantiellement dans les pays développés il y a quelques 200 ans. Mais il y a 2 siècles, c'était partout comme au Pérou aujourd'hui, c'est-à-dire que la possibilité de produire et de vivre dans la légalité était seulement le privilège de quelques-uns. Sur cette feuille de papier, des chercheurs de Lima se sont amusés à inscrire toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement d'une compagnie au Pérou. Partida de bautismo. We need your birth certificate. Patente de sanidad. He's in a meeting. Notaría. En Amérique du Nord, légaliser une entreprise est une affaire de quelques heures. Dans les pays du tiers-monde, c'est un vrai cauchemar. La señorita está enferma. El teléfono está dañado. Et il vaut mieux savoir lire et écrire. Le monde de l'informel ne se borne pas au domaine du travail. Acquérir légalement un terrain est aussi compliqué qu'enregistrer une compagnie. À Lima, les seuls terrains que bien des gens peuvent se permettre d'acheter sont ceux qui appartiennent à la municipalité. Et ce n'est pas non plus un jeu d'enfant. Comme vous allez pouvoir le constater, les documents nécessaires pour acquérir une simple demeure passent non seulement aux mains de la municipalité, du ministère de l'Habitation, du ministère de la Justice, mais jusqu'au président de la République, pour ensuite retourner aux organismes centraux, aux municipalités, avant d'aboutir à une réponse en faveur de l'intéressé. Cela comporte 207 étapes de formalités administratives, 3 ans et demi d'attente. Dans bien des cas, quand on obtient finalement l'attribution, le terrain a déjà été occupé par d'autres. Para negociar, para vender. Esos son traficantes de terreno que son conocidos dentro de la comunidad del distrito. Por favor, que me diga alguno de ellos dónde vivo. Si tengo 2 o 3 casas. Quand on est pauvre, on n'a pas le choix. L'occupation d'un terrain est souvent la seule façon de pouvoir un jour loger décemment sa famille. C'est vrai à Lima, comme dans toutes les capitales du tiers-monde, dont la moitié de la population totale vit dans des bidonvilles. Ici, aujourd'hui, la police a empêché l'occupation. Exceptionnellement, il n'y a pas eu d'affrontement. Nosotros hemos seguido un trámite legal desde hace 2 años ante el Ministerio de Vivienda. Dans cette autre partie de Lima, le déblayage collectif du terrain occupé a commencé. L'informel a développé son propre système de construction, l'autoconstruction. Pas de titre de propriété, pas de plan d'architecte, pas de crédit. Chacun s'improvise maçon, plombier ou électricien.
Au début, on construit de façon précaire. On craint les démolitions par les propriétaires ou par l'armée qui arrive à l'improviste avec des bulldozers. Petit à petit, des maisons plus solides apparaissent et c'est ainsi que les bidonvilles se développent. L'autoconstruction se fait en dehors des heures de travail. Avec les économies du mois, on achète un peu de sable ou quelques briques. À Lima, des camionneurs viennent vendre leurs marchandises aux abords des terrains occupés. Même de cette façon, construire une maison revient très cher. Les maisons restent donc longtemps inachevées. On attend des années avant de construire le deuxième étage ou de finir la façade. Il faut aussi s'occuper de faire venir l'électricité et l'eau sur le terrain. Ce n'est pas la municipalité ni le gouvernement qui s'occupent de cela. Il aura fallu 20 ans pour que les maisons du bidonville de Cerro San Cristobal à Lima soient à peu près terminées. Mais les autorités locales ont décidé de simplifier l'accès à la propriété d'un terrain. Eh bien, on a éliminé l'intervention du gouvernement central, c'est-à-dire que le ministère de l'Habitation, le ministère de la Justice et le président de la République n'interviennent plus dans de tels dossiers. Seules interviennent les municipalités. On a donc décentralisé les démarches, mais on ne les a pas pour autant simplifiées. Les gens sont toujours confrontés aux mêmes obstacles. On a réduit les démarches de 207 à 116. En fait, il n'y a pas grand-chose de changé. Muy similar al que acabamos de ver anteriormente. La única sensación de mi vida, la única emoción de mi alma, ha sido cuando en la playa esquina, dejaste mi corazón y hace calma, tu cuerpo quedó estampado en la arena y mi alma quedó grabada a una pena. Ya no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo a contemplarte a ti. Ya no vuelvas ahí, pero yo sí vuelvo. Lo que ocurre es que si usted tiene un país como el nuestro, Dans un pays comme le nôtre, on calcule que 60% des heures sont travaillées en marge de la loi et que 40% des habitations sont illégales. Aujourd'hui, sur 10 maisons construites, 7 sont illégales. Ici, 95% des personnes qui font du transport le font en marge de la loi et sont victimes de l'abus politique et de la corruption continuelle. Si l'on tenait compte des activités du secteur informel au Pérou, le produit national brut du pays augmenterait de 50%. La situation est la même dans tous les pays du tiers-monde. La corruption est également le lot de l'Afrique. De plus, les gouvernements y emploient la plupart de leurs ressources à faire rouler l'énorme bureaucratie héritée de l'époque coloniale. À Bamako, à Abidjan, à Kinshasa ou à Nairobi, comme dans pratiquement toutes les capitales africaines, ceux qui n'ont pas la chance d'être fonctionnaires, héritiers d'une riche famille, employés d'une société commerciale ou d'une agence de développement international, ceux-là deviennent automatiquement des membres actifs du secteur informel, quand ils ne sombrent pas dans la délinquance. Les fameux cars rapides de Dakar, la capitale du Sénégal, transportent les foules vers le marché Sandaga. Ici règne le commerce informel. Ces Dakarois connaissent bien le système de la débrouille.
Le système D, ça arrange tout le monde, disent-ils. Ici, en plein centre-ville de Dakar, se trouve l'entrée d'une concession, c'est-à-dire une propriété fermée composée d'un regroupement de maisons. Nous y avons découvert un véritable microcosme de l'informel. Certaines maisons sont occupées par des membres de la famille Gaye. D'autres sont louées à des gens qui vivent ici ou qui ont ouvert un commerce ou un atelier. Le système D, c'est la seule façon pour la famille Gaye de pouvoir préparer les repas chaque jour et d'arrondir les fins de mois. J'aimerais que les choses changent, car les temps sont durs. Dans la maison, il n'y a que Fadel qui a un emploi permanent. Et la vie coûte cher, car chaque jour, j'achète 3 kilos de riz, 1 litre d'huile pour le déjeuner. La dépense totale tourne autour de 5 000 francs CFA, soit 20 $. Donc ceci est très difficile pour moi, vu que je n'ai aucune activité rémunératrice. Et à part un de mes fils, personne ne travaille dans la maison. Malgré ce que dit la mère, un seul salaire ne suffit pas à faire vivre tout le monde. Les membres de la famille se débrouillent et on partage ses revenus comme on partage les repas quotidiens. L'esprit de famille et la solidarité assurent la survie des membres du clan. Vous savez, c'est une famille type sénégalaise, donc assez grande. En plus de mes frères et sœurs qui ont même père et même mère que moi, nous avons des cousins et actuellement nous sommes environ une dizaine de personnes qui vivent en permanence dans la maison. Ce qu'on fait, c'est que chaque mois, on essaie de se cotiser. Voilà, chacun en fonction de ce qu'il a. Moi, j'ai un salaire régulier, donc j'ai contribué un tout petit peu plus que les autres. Mais les autres, ils contribuent aussi avec les moyens qu'ils ont. Je suis comptable de formation, mais pour survivre, pour aider ma famille, je m'occupe de commerce. Parfois, j'ai des copains, ils ont des marchandises, je vais, je prends, ils me donnent ça, je revends pour avoir un petit bénéfice. C'est avec ça que je vis. Moi, je vais faire des petits business, je vends. Vends des beignets, des fatayas, des restaurants, des parfums, des poudres, tout ça. Les activités lucratives de la famille Gaye tournent surtout autour du commerce. Leurs voisins ont des activités plus diversifiées. Autour de la maison, derrière chaque porte de la concession, on trouve une entreprise informelle. Les gens s'organisent comme ils peuvent pour vivre. Bon, déjà, nous avons des gens qui viennent des pays voisins, notamment des Maliens et des Guinéens qui font de la cuisine, qui tiennent des restaurants. Bon, nous avons un bijoutier qui est juste à l'entrée, donc nous avons un charbonnier, nous avons des gens qui organisent un nettoyage collectif, c'est-à-dire là ils font le linge pour des gens qui leur payent maintenant. Bon, nous avons des femmes qui organisent aussi une petite gargote juste à l'entrée, 2 femmes qui sont là et qui vendent à tous ceux qui travaillent ici en ville et qui habitent dans la banlieue, donc qui ne peuvent pas rentrer chez eux à midi, qui sont là dans le marché, ils leur vendent le repas à midi.
Il y a aussi des tailleurs donc, qui sont là, ils sont même plus nombreux les tailleurs, hein. Ils sont un peu partout, donc qui font aussi des habits pour les gens. Hein. Vous avez environ 2 tailleurs qui à eux seuls ont des employés qui peuvent se chiffrer à 10 personnes environ. Donc pour une affaire aussi petite, déjà il y a 10 personnes qui travaillent dessus. Donc c'est un tout petit peu tout ça que nous retrouvons dans cette maison. En plus maintenant des gens qui y vivent. Il y a des gens qui sont là, qui font domicile et il y a des gens pour lesquels c'est un lieu de travail. Si vous prenez la proportion de personnes dont je vous ai parlé dans cette maison, pour 10 personnes qui se retrouvent dans cette maison, il n'y en a qu'un seul déjà qui paye un impôt. Bon, donc si vous prenez au niveau de la concession, il ne peut pas y en avoir. Il y a environ une 50aine de personnes aussi. Il y en a au maximum 5 personnes qui payent l'impôt. Mais vous prenez, c'est la même proportion au niveau de Dakar aussi. Ça a des gens qui ne pourraient pas vivre, des gens qui ne pourraient pas subvenir à des besoins très élémentaires tels que le manger, l'habit, l'organisation de la famille, etc. Donc je dis que ce secteur informel, il est important, ne serait-ce que parce qu'il fait vivre toutes ces personnes-là. C'est des gens qui auraient dû en principe trouver dans le pays des structures qui peuvent les accueillir. Et c'est ainsi que le monde de l'informel se développe. L'informel consomme informel. Au marché Sandaga, l'hypermarché de Dakar, comme on l'appelle ici, on trouve tout ce qu'on peut acheter au Sénégal. Dans les rues adjacentes, on trouve les commerces de récupération. Acheter une pièce d'auto neuve à Dakar est un luxe que très peu de personnes peuvent s'offrir. Et il en va de même avec bien d'autres produits de consommation. Les femmes commerçantes sont nombreuses à Sandaga, comme partout en Afrique. Le commerce informel est souvent leur seule source de revenus possible. Dans la plupart des cas, elles ne gagnent que le strict nécessaire pour survivre. Exceptionnellement, certaines réussissent en affaires. Les Mama Benz sont bien connues. Elles se sont enrichies dans le commerce du tissu. Elles ont commencé en vendant sur le coin des rues. Aujourd'hui, elles roulent en Mercedes-Benz. À Dakar, Madame Ndiaye a commencé en revendant de la fripe, des vêtements usagés venus d'Europe. Aujourd'hui, elle importe elle-même cette marchandise. La friperie, c'est les paysans et les ouvriers qui n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens pour acheter des tissus neufs ou bien des costumes neufs. Et quel est le pourcentage des jeunes au Sénégal qui consomment la friperie? 80%, monsieur. 80%. La fripe, récupérée en Europe et aux États-Unis par des organismes de charité ou des entrepreneurs privés, arrive en Afrique par bateau entier. Les intermédiaires sont nombreux, la plupart informels. Mais Madame Ndiaye possède une licence pour exercer son commerce. En Afrique comme en Amérique latine ou en Asie, le secteur informel sert souvent de tremplin à des individus entreprenants. De grosses fortunes à Dakar ont ainsi vu le jour. Madame Ndiaye a élargi son domaine d'activité. Aujourd'hui, elle possède plusieurs entreprises. Une usine de fabrication d'uniformes militaires, une entreprise d'importation de fleurs synthétiques italiennes. Elle envisage même de créer une usine de matériaux de construction. Cependant,
la fripe demeure l'activité principale de Madame Ndiaye. Cette industrie fait vivre beaucoup de monde, mais le dumping de ces vêtements usagés porte un coup fatal à la production locale de vêtements. Les pays du tiers-monde importent des quantités astronomiques de biens de consommation. Une bonne partie de ces marchandises entre en contrebande. Elle est écoulée dans le système informel. Les coûts sont minimisés parce que si vous allez au marché Sandaga, vous trouvez les marchands assis chacun devant sa cantine. Bon, vous y voyez exposer les mêmes objets, mais en fait, c'est des magasins d'exposition. Parce qu'ailleurs, ils ont des dépôts où se trouvent ces mêmes articles en nombre plus important. Les commerçants se regroupent. L'un d'entre eux part au Japon ou à Taïwan. Il revient avec une vingtaine de containers qu'il fait entrer dans le pays en se débrouillant. La contrefaçon de produits est une autre source d'approvisionnement du secteur informel. On copie des étiquettes de marques connues que l'on colle sur des imitations de vêtements ou d'appareils électroniques. Dans le cas des cassettes de musique, une seule copie originale suffit pour inonder le marché. Aujourd'hui au Sénégal, on peut dire que le secteur informel, c'est, disons, une soupape de sûreté. C'est-à-dire que tout ce que l'État ne veut pas gérer, il le fait gérer par le secteur informel. Alors, ce qui fait que la situation économique peut être difficile, mais quand vous voyez les gens vivre, enfin apparemment, ils s'en tirent très bien. Et ça vient du fait que l'État accepte que les individus violent la loi. Le système informel est fort là où l'État a volé en éclats, l'économie formelle a volé en éclats. On se rend compte au Sénégal que l'informel maintenant c'est uniquement un moyen de survie. Donc je vends le matin pour avoir de quoi payer mon déjeuner et le soir je vends pour avoir de quoi payer mon dîner. J'aime avoir une autre vie, comme par exemple avoir un salon pour faire des coiffures, pour qu'on me paye. Mais je n'ai pas les moyens, alors je reste à la maison. Non, ça ne suffit pas, mais comment faire? On n'a que ça. Les autorités ferment les yeux sur les activités du secteur informel. Ça arrange tout le monde, peut-être, mais pas les commerçants en règle. Ces derniers ont des frais de fonctionnement, loyers, taxes de vente, charges sociales, et ne peuvent pas concurrencer les prix des informels. Les vendeurs de rue sont accusés de tous les maux, d'encombrer la voie publique, de gêner la circulation, d'être des délinquants, des vendeurs de drogue, des prostituées, des exploiteurs. Estos viven y no tributan. Ils ne contribuent pas à l'État et ne sont pas concernés par les préoccupations de la nation. Aujourd'hui, dans la situation critique que traverse le Pérou, on a besoin de l'apport de tout le monde pour subvenir aux besoins du pays, que ce soit en matière d'éducation, d'habitation ou de sécurité nationale. Il est vrai que les informels ne paient pas d'impôts directs. D'ailleurs, on ne voit pas pourquoi ils le feraient alors qu'ils se sentent totalement délaissés par le gouvernement. Ils participent néanmoins activement à l'économie de leur pays par les emplois qu'ils créent dans leurs entreprises, par les habitations qu'ils construisent et par les services qu'ils rendent à la population. Est-il vrai que vous faites des pressions auprès des autorités pour éliminer ce secteur? Les vendeurs ambulants, oui, parce que leur présence enlaidit les rues de la ville. Il y a des lieux considérés comme patrimoine historique qui sont complètement détériorés par leur présence. Nous voulons une ville propre
En tout cas dans les lieux particuliers comme les patrimoines culturels. Les vendeurs ambulants sont des délinquants. Et pourtant personne ne les touche. À Lima, les vendeurs ambulants du marché central se sont regroupés en une fédération syndicale. Celle-ci existe depuis une quinzaine d'années. Elle combat la persécution et la saisie des marchandises. En este momento, los trabajadores ambulantes del mercado central calle Saliente venimos trabajando por un proyecto. En ce moment, les travailleurs ambulants du marché central ont un projet de marché populaire. Nous voulons que le gouvernement exproprie un terrain qui se trouve pas très loin d'ici. Nous voulons que ce terrain nous soit accordé et qu'un marché y soit construit. Pour notre part, nous nous engageons à payer les kiosques par des paiements établis en fonction de nos moyens. Posibilitar para que todos los trabajadores ambulantes nos seamos trasladados en dicho terreno. De son côté, la municipalité a fait construire un marché. Rien n'a été négligé. Construction solide, eau courante, électricité. Le seul problème, c'est l'emplacement. Quelque part dans une zone industrielle perdue. Où sont les clients, se demandent les vendeurs. Au centre-ville. Et c'est là aussi que les vendeurs sont restés. Décidément, la communication entre le secteur informel et le gouvernement est bien difficile. Les projets communautaires sont de plus en plus nombreux. À une trentaine de kilomètres de Lima, Villa El Salvador est un ancien bidonville qui compte aujourd'hui quelques 300 000 habitants logés grâce à des efforts collectifs d'autoconstruction. Dernièrement, un projet de parc industriel a été mis sur pied. 600 entreprises devraient s'y établir. Les artisans qui travaillent chez eux en ce moment devront ici construire leur propre atelier. Est-ce que ceci est une solution concrète? Je ne crois pas que cela en soit une de la façon dont ça marche en ce moment. Pour le moment, le terrain a été attribué aux entrepreneurs. Je crois que malgré l'organisation, tout cela va les soumettre à un niveau d'endettement qu'ils ne seront pas capables d'assumer à cause des revenus précaires de leur entreprise. En fait, je crois que ce projet de parc industriel n'est pas une solution. La solution viendrait plutôt de la création de nouvelles structures de production, d'un comportement sérieux de la part des entrepreneurs et de l'association solide de volonté à l'intérieur du secteur informel. Il faut que les informels comprennent que c'est en se regroupant, et non pas en se faisant la guerre, qu'ils gagneront la bataille. Il ne suffit pas de se regrouper dans un parc industriel par pur intérêt individuel. Entonces, satisfecha la conveniencia, el sector se vuelve a atomizar completamente y tiene todas las de perder. Malgré les initiatives de toutes sortes, chacun pour soi, c'est aussi la loi du secteur informel. Ce qui rend les efforts d'organisation difficiles. Comment en serait-il autrement? Tous ces pays sont aux prises avec une poussée inflationniste catastrophique et une dette externe insupportable dont les informels n'ont jamais vu le premier dollar. Le marché noir sur les trottoirs de Lima, de Bogota, de Buenos Aires ou de Rio fixe le taux de change du dollar américain, taux non officiel dont les banques nationales doivent tenir compte. Devant la dévaluation galopante des monnaies locales, en Amérique latine, le dollar est devenu la monnaie du commerce et de l'épargne. Partout, le dollar est accepté de préférence à la monnaie du pays. À Dakar, l'inflation est loin d'être aussi évidente.
n'y a pas de crise inflationniste dans les pays de la zone franc, enfin, de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, les pays de la zone franc, vous avez des pays d'Afrique de l'Ouest, vous avez des pays d'Afrique centrale aussi. Hein. C'est-à-dire le Cameroun, le Gabon, le Congo font partie de la zone franc, ne sont pas des pays d'Afrique centrale, d'Afrique occidentale. Bon, la raison est très simple, c'est que grâce à la zone franc, notre monnaie ne reflète pas les déséquilibres de nos pays. Que la balance des paiements, que le compte courant de ce pays se détériore ou pas, le taux de change ne variera jamais. Alors cela vient du fait que la France garantit notre monnaie. Ça veut dire que quand nous n'avons pas de devise, la France nous en fournit en imposant, comment dirais-je, un taux d'intérêt sur le découvert en devise que la France nous accorde. En regardant l'arrivée du Paris-Dakar, on se dit que ce n'est pas demain qu'on verra une course Dakar-Paris. Des pilotes sénégalais au volant des voitures et les Français derrière les barrières en spectateurs. Protectionnisme, endettement, inflation. Les économies des pays du tiers-monde sont à la dérive. À moins d'un véritable miracle, ces pays ne pourront décoller économiquement, comme le souhaitent tant les pays industrialisés, soucieux d'étendre leur marché. Pour la majorité des habitants du tiers-monde, les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Leur pouvoir d'achat est chaque jour à la baisse. Au Pérou, on n'avait jamais vu ça. Faire la queue pour acheter des denrées subventionnées. Le désespoir pousse même des gens à piller les supermarchés, comme cela s'est produit un peu partout, au Brésil, au Venezuela, en République dominicaine, au Mexique, au Sénégal, en Tunisie et dans bien d'autres pays. Le système informel, c'est la réponse populaire à la crise d'économie basée sur le modèle occidental. Mais on ne saurait affirmer catégoriquement que c'est la solution au mal développement. Des organisations nationales et internationales ont commencé à s'impliquer timidement dans le secteur informel, grâce auquel subsistent plus d'1 milliard d'individus. C'est ainsi qu'ont été créées des banques populaires et que des associations offrent des services d'alphabétisation ou des cours de formation. À Sunakoti, au Népal, cette fabrique de savon représente pour un groupe de femmes un supplément de revenus. Elle a de plus l'avantage d'avoir été créée en milieu rural, ce qui rend le départ pour la ville moins nécessaire. Des initiatives de ce genre, tant en milieu rural qu'en milieu urbain, sont encore très rares et la grande majorité des informels ne peuvent compter que sur leurs propres ressources. De promoción social, división de registro civil, actas recordatorias del matrimonio civil, a los esposos de don César Augusto Chávez Grado con doña Flora Mercedes Rivas Serrano. Comme se marier coûte cher, dans ce quartier de Lima, on organise des mariages collectifs. Les mariages informels, ça n'existe pas encore en dehors du concubinage. Señoras, señoritas, contrayentes, ¿aceptáis por esposo al compañero que tiene en este momento cogido de la mano? Siempre, manteniendo
Pendant que ces gens se réjouissent en chantant l'hymne national du Pérou, dans un autre coin de la ville, on enterre un petit enfant. Ce cimetière, vous l'aurez deviné, est un cimetière informel. À quoi ressembleront les fleurs informelles qui vont pousser ici?